qui seraient curieuses de créer leur propre réseau maillé. Euh, Cody Kinsey est un hacker éthique qui enseigne de nombreuses disciplines qui vont de l'open source à l'électronique, la sécurité, etc. Et il est contributeur au canal YouTube Hack5 et d'autres, et organise des formations de sécurité, des conférences de sécurité, etc. Comme par exemple cette géniale conférence ici présente. Meshtastic nous permet de créer des réseaux maillés qui peuvent occuper plus des centaines de kilomètres. Si vous voulez avoir une solution pour démarrer pour pas très cher, 5 ou 10 dollars, eh bien ça va être pour vous. Ça sera un guide du débutant à Meshtastic qui part des bases du matériel jusqu'à la configuration. Allons-y, amusons-nous. Et voilà, peut-être trop cool. Bonjour tout le monde, c'est une grande salle. Bon, alors je suis ici pour parler de quelque chose dont je suis très excité, c'est... je parle très très vite et c'est enregistré, et si je parle trop vite, peut-être qu'il faut que vous le regardiez plus tard, plus lentement. Bref, on va faire ce qu'on peut. Et pour la traduction aussi. On va parler de différents types de matériel pour le LoRa et le Meshtastic, ce que vous pourriez acheter sur Amazon ou AliExpress. On va parler des considérations légales et pratiques, des fondamentaux du LoRa et du Mesh, comment configurer des nouveaux nœuds pour des cas spécifiques et comment joindre des réseaux méchés dans votre communauté. Et la sécurité de Meshtastic, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le chiffrement des messageries est assez compliqué et quand vous voulez envoyer des messages, vous voulez qu'ils restent privés. Pourquoi est-ce que vous voudriez m'écouter? Ok, ChatGPT sait à peu près bien qui je suis, on peut lui demander. Apparemment, j'ai eu une carrière secrète dans l'Air Force. Bon, moi, je suis pas au courant. Alors, qui je suis? Je suis un chercheur en sécurité qui est obsédé par le Wi-Fi et la sécurité opérationnelle. Ça m'a donné, ça m'a amené vers l'électronique, vers les radios, les forensics, etc. Et ça m'a amené vers LoRa, qui est une radio très longue portée, pas chère et très puissante. Je fais des vidéos sur les canaux YouTube Rethia et Null by Security. La team Rethia vient à mes ateliers aussi, et on a notre assemblée Script Kitty dans la zone hardware hacking. Donc vous pouvez passer nous voir, regarder nos workshops. On a 3 dans la conférence, outre la conférence, et il y en a 2 qui sont Meshtastic. D'ailleurs, si jamais vous aimez ce qu'on fait, on cherche des sponsors. Alors, c'est quoi l'intérêt de Meshtastic? C'est bidirectionnel, c'est chiffré et c'est des communications complètement off the grid sur des longues distances. C'est amplifié par les nœuds voisins. Donc, du coup, on peut avoir des réseaux régionaux qui font plus de 200 miles. On a vu, j'en ai vu. Hein. On peut avoir des senseurs de mouvement, on peut traquer des objets de loin, ce qui peut être problématique. Et on peut donc avoir des communications robustes dans des zones qui sont très très congestées et qui n'ont pas vraiment d'infrastructure. C'est également très peu cher, donc ça rend ce genre de réseau disponible à des gens qui n'auraient normalement pas les moyens. Moi, je me suis intéressé à des microcontrôleurs qui coûtaient à peu près 5 dollars sur AliExpress. Donc là, cette année, on a le premier contrôleur qui marche avec Meshtastic qui coûte moins de 5 dollars. J'ai absolument eu besoin d'y toucher. C'est quoi le coût de participation? Donc si vous voulez rentrer chez vous et fabriquer cette monstruosité, vous pouvez. Ça coûte 5 dollars à peu près. J'en ai eu pour à peu près 1,20$ pour la board RP24 que vous voyez ici, et la board en dessous coste à peu près les planchettes sur AliExpress. Vous avez à peu près 250 km de portée avec les lignes de vue. Bon, ça peut être... là, c'était d'un avion, hein, mais ils ont quand même une portée assez incroyable quand ils ont une position élevée et qu'ils sont capables de maintenir une ligne de vue. Donc, quelques dizaines de miles, c'est une portée plus commune. Pour un node assez fancy qui peut coûter à peu près 60 dollars en Chine, j'en ai mis un sur ma voiture à un moment. Bon, il s'est fait écraser par un camion, mais jusque-là, il a survécu à tout ce que je lui ai balancé dans la gueule jusque-là.
Que vous êtes à un concert ou à une rave party, vous êtes sous terre et vous voulez être capable de communiquer avec vos amis, mais il n'y a pas de réseau cellulaire. Ou alors vous êtes dans la forêt et vous campez et vous pouvez... Et donc à ce moment-là, vous allez mettre en place un réseau mesh statique. Et ce sont des cas très utiles pour faire ensuite un réseau et pouvoir communiquer. Et j'en ai discuté aussi avec d'autres gens qui font des événements ou autres, et de manière à pouvoir discuter. Et c'est assez sympa à faire et mettre à place. Et ça utilise ensuite, ça peut fonctionner de manière comme un routeur pour faire fonctionner le réseau. Ça peut aussi servir à la communication intervéhicule. Donc, par exemple, dans un convoi, ça peut aussi faire de la gestion chiffrée et dans le militaire pour partager des connaissances de la cartographie. Donc, par exemple, s'ils veulent chercher quelque chose à l'intérieur, à ce moment-là, toutes les personnes qui ont un Mashnode, c'est bien sûr facile à faire parce que bien sûr, ça consomme faible énergie, c'est tout petit et donc ça peut être utilisé sur les champs de bataille. Ça peut aussi avoir de la télémétrie pour récupérer des métriques et beaucoup de gens aiment beaucoup faire de la télémétrie, récupérer bien sûr du GPS ou autre. C'est très intéressant aussi. Et d'autres personnes ont fait des voitures avec des trackers LoRa. OK, définissons quelques termes. LoRa veut dire pour long range. C'est un réseau qui n'a pas de licence pour pouvoir émettre dessus. C'est fait de upchirps et downchirps. Et ce sont des signaux qui sont assez résistants aux perturbations. Et donc, c'est LoRa qui est la base de beaucoup de technologies à l'heure actuelle. Et au-dessus de ça, il y a MeshTastic. MeshTastic, c'est un protocole qui s'appuie sur LoRa. Et si vous réfléchissez en cours choisi, c'est au niveau 3. Donc, comment tout se fait? Ces chips permettent de moduler la fréquence et servent à tester. Et celui-là, le SX1262, est celui qui est le meilleur, qui est mieux supporté par LoRa. Et la plupart des personnes ne peuvent pas faire grand-chose avec. Ensuite, on a le microcontrôleur hôte. Ça, c'est l'ordinateur qui fait tourner MeshTastic, qui contrôle la radio. Donc, la radio envoie les signaux, mais le microcontrôleur, c'est celui qui fait tourner notre shell. Et évidemment, c'est aussi un tout petit carré, mais ces petits carrés ils peuvent faire énormément de choses quand on les met sur une board de breakout. Une board de breakout, d'ailleurs, c'est des petits modules pas chers, mais très capables, qui rendent ces puces accessibles à tous les hackers et tous les makers qui veulent utiliser ces choses-là. Ça nous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités d'une petite puce sur une board normale. Ces modules-là nous ont permis de construire ces nœuds pour très peu d'argent. Et en fait, essentiellement, il faut juste les mettre ensemble, et voilà, ça marche. C'est quoi un node? Un node, c'est basiquement juste une radio plus un hôte. Donc quand on met ces deux choses ensemble, on a un microcontrôleur, on a une radio et on obtient un nœud. Et un nœud, il est capable de faire tourner MeshTastic. On a un petit nœud d'un côté, c'est le LTAC Wireless Stick. Et à côté, on a un autre nœud qui est le Lility Echo, qui est un nœud plutôt sympa, un peu robuste. Là, quand on a un hôte et une radio, on peut créer un nœud, et à condition que ce soit supporté par MeshTastic. Donc ça, c'est l'instruction générale ici, quoi. On prend... Il y a de nombreux microcontrôleurs qui peuvent tourner MeshTastic et il y a un grand nombre de radios aussi qui peuvent faire tourner MeshTastic. Donc c'est cool. Il y a une grande quantité de technologies qu'on peut utiliser pour créer des nœuds long range intéressants et utiles. Les nœuds du futur sont encore plus intégrés. Là, je vous présente les nœuds que nous on a fait pour la conférence. Ils utilisent les ESP32 S30 et les RF quelque chose 95. Voilà, ce que je montre là sur mon doigt, il a les deux sous une seule coque.
ça n'a pas d'USB, mais c'est essentiellement un nœud Meshtastic qui est prêt à être utilisé pour environ 7 $ sur le bout de mon doigt. Donc c'est génial. C'est de plus en plus intégré, et si vous avez déjà des idées plein à la tête sur des choses que vous pourriez faire avec ça, eh ben, c'est super simple. Vous prenez une petite board comme ça, vous ajoutez éventuellement de l'USB et la gestion de courant, et après vous êtes prêt à y aller. Donc moi je suis trop excité pour ça. Et donc, on a voulu designer notre propre hardware. Donc, designer du hardware custom pour Meshtastic était un petit peu difficile, mais très intéressant. On a commencé à construire des choses qui font des choses intéressantes, dont on va vous parler, du contrôle à distance, dans des sacs à dos, et tous ceux qui veulent jouer avec Meshtastic peuvent faire du hardware custom et vont pouvoir s'amuser. Ces nodes peuvent avoir du Bluetooth, de l'USB, du Wi-Fi, de l'I2C pour des capteurs, du SPI pour recevoir des messages, des LED pour des status indicateurs, des écrans, etc. Et donc, on a ajouté pas mal de choses sur cette powerhouse. Et il Donc, on a voulu rendre ça très sympathique, très fun pour les gens. Donc, si vous voulez en récupérer, et on a quelques histoires sur ce matériel, mais on va garder ça pour la suite de la conférence. Donc ça, on l'a appelé le Nibble, qu'on a créé après avoir utilisé le hardware pour faire un routeur. Et donc on utilise ça dans notre ville où je vis, et elle fonctionne depuis quelques mois déjà. Et donc on a voulu faire un nœud très très simple qu'on peut étendre autant qu'on veut, et mettre des devices, de connecter les uns avec les autres. Et donc voilà, on a un PCB pour les fesses et le bas du chat, et un PCB pour le dessus du chat, la face du chat. Et donc on peut connecter ça sur une clé USB, et donc on peut le brancher sur un réseau Wi-Fi, etc. Pour faire un nœud Meshtastic. Et donc on en a apporté 300 ici. On a fait déjà un workshop avec ici, et donc on va les souder ici ensemble directement après cette conférence. Alors, quand j'ai conçu ça, j'ai fabriqué des pads pour ajouter deux microcontrôleurs différents. Donc, on peut ajouter un RP240 si vous aimez les Raspberry Pi, ou un ESP32 S3 si vous aimez les ESP32. On me disait, ah, mais est-ce qu'on peut faire l'un ou l'autre et on peut les faire moins cher? Eh bien, vous pouvez toujours faire ça. Mais moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est parce que iOS ne supporte pas les connexions série sur le RP2040. Donc, moi, j'aimerais bien que tout le monde puisse utiliser ça. Donc, du coup, on est obligé d'utiliser les deux. On utilise le SP32 S3 parce que ça supporte aussi le Bluetooth. Mais on peut vraiment faire les deux. Hein. Donc, si vous voulez vraiment le kit et vous l'aimez et vous voulez utiliser le RP2040, vous pouvez le faire. Ça, c'est aussi du Meshtastic, parce que vous pouvez rajouter des senseurs I2C, et il y a beaucoup de senseurs I2C avec lesquels vous pouvez travailler. Par exemple, là, celui qu'on vous montre, là, c'est un senseur environnemental d'humidité et de pression. Et il transmet toutes les 30 secondes sur le réseau, et voilà. Donc c'est trop cool. Si vous voulez nous rejoindre après, j'espère qu'on vous verra en bas dans la zone hardware hacking. Mais maintenant, parlons de LoRa. Alors, LoRa, c'est pas pour monitorer les webcams, c'est très lent. Mais faites-moi confiance, c'est bon pour les signaux de contrôle, c'est bon pour la télémétrie, et c'est bien pour le messaging. Ça sert pas à grand chose d'autre de dingo. La raison pour laquelle c'est spécial, c'est que ça utilise ces chirps montants ou descendants pour défaire tous ces problèmes de brouillage et ces problèmes de plancher de bruit. Vous pourrez creuser là-dedans, parce que c'est l'une des parties fascinantes de Meshtastic et de LoRa, mais ça peut décoder des paquets 20 décibels en dessous du plancher de bruit. Et ça a une sensibilité de moins 149 dBm en réception. C'est dingue pour moi. Ça peut vraiment gérer des interférences franchement punissantes. Et oui, voilà, c'est dingue. Les chirps, c'est assez unique. C'est une manière de transfert des données qui est très, très courant et succès, et à travers tout le spectre. Et vous pourrez creuser là-dedans avec moi pour je vous montre comment est-ce que le LoRa peut être aussi résistant au brouillage. Par contre, il y a un trade-off. Plus on veut de la portée,
plus notre transfert de données va être lent. Plus on va transférer les données rapidement, moins on aura de portée. C'est essentiellement le trade-off qu'on fait avec LoRa en tant que technologie. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme type de radio LoRa qu'on peut acheter en ce moment? La SX1276, c'est ce qu'il y a dans notre Uniball, dans notre backpack. Elle est battle tested, elle est très bien supportée et c'est part d'une ancienne génération qui marche toujours très bien. La nouvelle génération, c'est la SX1262. Je j'ai raté. Les nouvelles sont en software selectable, donc je peux les ramener l'une ou l'autre ou dire à mon software tiens je préfère utiliser celle-ci plutôt celle-là. Voilà. Ça nous m'amène aux fréquences régionales. Si j'avais pas su, je vous aurais ramené un gros tas de radios que vous n'aurez pas eu le droit d'utiliser en Europe, donc ça aurait pas été drôle pour vous. Heureusement, cette carte des régions explique très facilement, très bien où est-ce que vous pouvez utiliser telle ou telle fréquence. Ça n'inclut pas une autre bande de fréquence qui est légale en Europe, que je ne vais pas trop couvrir parce qu'elle n'est pas très utilisée et elle a peur d'avoir une aussi bonne réception que 868. Donc si vous achetez des devices today, vous devez vraiment faire attention aux fréquences parce que si vous faites pas gaffe, vous risquez de broadcaster sur un spectre licencié. Donc, si vous voulez faire du LoRa, vous pouvez commencer à utiliser, programmer le chip avec de manière que vous avez le système avec Arduino ou MicroPython, probablement MicroPython. J'ai fait un cours entier sur comment on fait du chiffrement radio. Et le truc, c'est que si vous utilisez circuit Python, et dès que vous essayez de changer certains réglages, ça ne marche pas très bien et les messages ne seront pas reçus. Mais sinon, j'aime bien Meshtastic. Mais voilà, si vous voulez faire quelque chose avec Python, vous pouvez faire comme ça. C'est ce code. Bon, bien sûr, il manque des choses comme le code d'import et éventuellement les autres librairies, mais c'est exactement ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec du LoRa brut? Mon ami a mis ça dans des voitures. Donc bien sûr, on peut récupérer des données télémétriques comme les coordonnées GeoPS. Et donc on a essayé de voir depuis le plus long qu'on fait pour avoir les infos de sa voiture. Et donc si vous voulez voir la vidéo, elle sera en ligne, bien sûr. Et bien sûr. Et aussi, ces appareils peuvent faire aussi du bas USB. Donc, vous pouvez faire des attaques de type bas USB, mais au travers de LoRa. Et donc, avec un drone, récupérer des informations depuis une clé USB avec bas USB avec un drone, par exemple, à 15 km de là. Donc, qu'est-ce que rajoute Meshtastic? Ça rajoute une couche de chiffrement et rend l'utilisation de LoRa beaucoup plus facilement. Donc l'utilisateur va contrôler ça avec Bluetooth ou Wi-Fi ou une connexion par série et ensuite avec une application iOS ou autre, il peut tout faire. Sur Chrome, le Web Serial, vous pouvez ensuite flasher l'application sur le truc et tout se fait même depuis votre navigateur. Et donc les paquets passent par les radios. Donc il y a quelque chose à bien régler parce que si vous réglez mal ça, ça ne passera pas du tout et personne ne recevra vos messages. Donc, les réseaux se construisent, se font tout seuls. Et donc, si moi, dans un avion, et puis des gens qui ont des nœuds dans leur voiture, tout se met à faire des nœuds et tout sert à construire après des routes de manière à faire ensuite la propagation des messages et vont envoyer et répéter les messages et les broadcaster. La gestion du flou des routes est ma chose la plus fantastique. Donc, dans le Wi-Fi, il y a la notion de la détection de collision sur l'onde porteuse. Parce qu'en fait, dans le Wi-Fi, les bornes et les clients doivent attendre un certain temps avant d'envoyer un nouveau paquet pour éviter de parler en même temps. Et donc, dans le Wi-Fi, il y a quelques techniques de manière à éviter ça. Dans Flattastic, il y a des réglages justement pour éviter qu'un message sature tout. Et parce que bien sûr, si un message est envoyé et est reçu par deux nœuds, eh bien, à ce moment-là, ce message est renvoyé et donc ça sature le réseau parce que c'est le même message qui est renvoyé par tous les nœuds en même temps. Et donc nous l'avons résolu d'une certaine manière assez rigolote. Donc en fait, dans Meshtastic, un paquet a une très bonne chance d'être retransmis par un routeur qui soit très très long ou un nœud qui est désigné par un routeur. Et donc si c'est un routeur
Et donc, si c'est un routeur, il y a un très court cours pour que un paquet soit retransmis. Mais ça veut dire qu'un nœud qui est beaucoup plus long, et un nœud qui est très loin ou un nœud qui est considéré comme un routeur a beaucoup plus de chances de retransmettre un paquet et les autres nœuds vont se taire. Et donc, vous vous appuyez sur le fait que le nœud le plus éloigné va émettre le signal et va le retransmettre. Et donc, c'est généralement ce qui est suffisant pour réduire le bruit sur le réseau. Et j'aimerais beaucoup en parler, mais bon, ça c'est un peu dans leurs propres mots, mais c'est ce qui explique un peu comment ça va marcher, avec notamment des gestions de délai et de back-off, de retour en arrière, de manière en calculant par rapport à la puissance du signal, d'estimer la distance pour ensuite de savoir si ça va le retransmettre. Et ensuite, bon, vous pourrez lire ça sur les slides, j'aimerais en parler, mais j'ai pas le temps. Quels appareils j'utilise? Donc le LTEC V-Fruit que j'utilise, j'ai le LITB, j'ai le WizBlock aussi. C'est vraiment le nœud le préféré qui est pour les appareils à très très faible consommation et dans les usages industriels. Et vous pouvez aussi celui-là vous en servir comme un BlackBerry de manière très pratique. Et bien sûr, on a les deux nœuds qu'on a créés. Il y en a un, c'est notre truc principal. Hein, c'est ce qu'on fait ici pour enseigner la cybersécurité et le mesh testing aux autres. Et l'autre, c'est notre Nibel. Bon, parlons de chiffrement. Le chiffrement par défaut dans mesh testing opère au niveau d'un canal. Donc, si on veut lire un message sur un canal, on doit savoir la clé et on doit partager les mêmes réglages de chiffrement, donc on peut tout lire. Les nœuds qui retransmettent des messages directement entre des nœuds peuvent voir par contre les contenus de ce message s'ils partagent les mêmes clés de canaux. Bon, par contre, je ne suis pas sur la team Meshtastic, hein, je suis un enthousiaste. Si vous voulez me craquer, vous pouvez. Mais globalement, ce que ça veut dire, c'est que si quelqu'un route vos paquets, ils peuvent voir ce contenu de ces paquets, sauf si vous avez une deuxième clé de chiffrement. Donc ça veut dire que par défaut, si vous envoyez un message direct, ce n'est pas un message privé sur un réseau Lagrange, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, ça veut dire que voilà, n'importe qui intercepte ce message, s'ils ont les mêmes canaux que vous, peuvent les voir. Ça m'a surpris, je ne savais pas. Et je me suis rendu compte de ça quand j'ai allumé ma location là-dessus. J'ai pris un vol et j'ai accidentellement publié mon plan de vol. Donc le chiffrement asymétrique en mesh tastic peut transformer un message direct en message privé. Donc sur le messaging de mesh tastic, comme ça a été introduit, si vous voyez des utilisateurs qui ont une petite icône d'un verrou, vous pouvez échanger des messages avec de la cryptographie à clé publique privée. C'est un peu nouveau, les utilisateurs sont déjà en train d'essayer de spoofer les petites icônes de cadenas dans leurs usernames pour faire croire aux autres qu'ils sont capables de chiffrer sur des vieux devices, que je trouve assez drôle. Mais si vous voyez ça, ça veut dire que ils ont une nouvelle version de Meshtastic qui inclut le chiffrement. Mais avant ça, sur le canal public, il fallait juste savoir quand est-ce qu'on a été chiffré ou pas. Donc, cheat sheet. Un nœud qui communique en long fast avec la clé par défaut, tout le monde peut voir les messages. Ceux qui communiquent en long fast avec une clé de chiffrement différente, tous ceux qui sont sur les mêmes canaux peuvent lire les messages, sauf les DM chiffrés. Et ceux qui ont échangé des clés par DM peuvent parler les uns avec les autres de manière privée. Bon, j'aimerais bien que tout le monde fasse ça, mais... Et donc quand je me suis rendu compte que des nœuds étaient en train de republier en clair les informations de ma localisation, je me suis dit, ah en fait c'est pas complètement privé. Bon alors comment est-ce qu'on installe ça? Alors on utilise un flasher web ou esptool.pi ou platform.io. Comment est-ce qu'on compile? Eh ben, j'ai discuté avec l'équipe de Meshtastic, ils m'ont expliqué comment configurer le hardware, et en fait, en réalité, c'est assez simple de configurer certains paramètres pour le flasher et partager les paramètres aussi pour que d'autres personnes les flashent avec les mêmes paramètres. Il y a une application web, mobile et desktop, et vous pouvez me voir en train d'utiliser le client web qui est très bien organisé, l'application Mac qui graphe certains paramètres, ce qui est plutôt cool, et enfin l'application Android qui est de très loin
la plus capable à configurer la radio. Il y a énormément de paramètres, mais vous pouvez aussi la configurer via ligne de commande. Il y a des gens qui m'avaient demandé ça aujourd'hui, et donc vous pouvez le faire. Donc, vous venez de récupérer un nœud Meshtastic, il fonctionne. Il ne fonctionne pas, alors qu'est-ce que vous devez faire? Alors déjà, vous devez configurer la région que vous voulez utiliser pour la transmission, sinon il ne voudra pas émettre, parce que sinon vous aurez des problèmes. Ensuite, vous devez configurer avec les mêmes paramètres radio que les gens avec lesquels vous voulez parler. Vous pouvez rajouter une clé de chiffrement si vous voulez, et ensuite, vous rajoutez une antenne pour éviter de brûler la radio. Alors, les profils Meshtastic LoRa sont assez faciles à rater. Meshtastic a décidé de créer des profils pour rendre les choses beaucoup plus faciles. Et donc, c'est beaucoup plus simple pour plusieurs personnes de choisir le même profil. Et donc, il y a un trade-off, il y a un choix entre la long range ou short range et donc le débit. Et donc, on peut passer de 21 kilobits par seconde à 0,089. Et donc, turbo veut dire transmettre très très vite, et slow, lent, va peut-être nécessiter plusieurs secondes pour discuter. Et donc, certains nodes vont volontairement détruire le réseau en prenant énormément de temps à transmettre. Lorsque vous transmettez le rôle du device, c'est assez difficile à comprendre. Et donc, voilà toute la liste des différents rôles qu'un nœud peut prendre. Client, c'est le truc le plus général. Il va router des paquets, il va émettre des paquets, il va avoir la meilleure priorité parce qu'on va supposer qu'il n'est pas dans un... Il est loin, il est difficile à recevoir. Ensuite, on a le client mute. Si on veut faire en sorte que le client ne route pas tout le jour les paquets de tout le monde, que ce soit juste un récepteur, il va toujours envoyer des choses, mais il va pas perdre son temps à router les paquets des autres. C'est plus un routeur. Donc, à cause de ça, du coup, ça va économiser de l'électricité et on peut aller encore plus loin, d'ailleurs, en client hidden et ne pas l'avoir sur le réseau du tout. Ensuite, on a le tracker. Si on a un GPS et qu'on veut faire un tracking d'objets, de Senfan, etc., ça, c'est l'un des profils qui est utilisé le plus. Quand on allume senseur, il va envoyer de la donnée télémétrie pour tous les senseurs qu'on y a connectés et ça fait vraiment un très très bon boulot. TAC, c'est ce qu'on a parlé pour les applications militaires avec le partage de cartes. Repeater, c'est plus trop recommandé par la team Meshtastic. Maintenant, ils préfèrent router. Mais router, c'est des nœuds d'infrastructure qui sont, on part du principe qu'ils sont dans des positions stratégiques. Et si on set notre nœud en routeur, il va instantanément arrêter de fonctionner en Bluetooth avec votre téléphone. Vous avez peut-être le problème plein de fois en pensant qu'il est pété. Ça, c'est la liste d'implications de choisir un des profils ou un autre. Si si on prend le routeur, il va enlever le Bluetooth et le Wi-Fi parce qu'il part du principe qu'on veut économiser l'électricité pour la retransmission en radio. Donc, c'est confus et il faut le savoir. Donc ça, c'est voilà. Vous pouvez trouver ces implications, ces documentations sur le site meshtastic.org. C'est très rigoureusement documenté. Alors, ajouter des senseurs, du matériel, c'est très facile. Sur ce Nibble, on a fait des sorties I2C et je crois SPI, et on peut ajouter des senseurs GPS additionnels ou ce qu'on veut en I2C. En I2C, on peut mettre des senseurs en chaîne, on peut mettre, je sais pas, 5 choses différentes qui sensent des choses différentes et ils devraient tous pouvoir être supportés par Meshtastic. On les ajoute, il les reconnaît et ça, c'est une liste de tout ce qui est déjà reconnu. Il y a plein de choses, la température corporelle, le rythme cardiaque, la pression, température, il y en a plein. Et ça, c'est vraiment des choses qui utilisent des trucs très simples, enfin des signaux analogiques très simples, comme des lecteurs infrarouges, des senseurs de présence. Probablement, il envoie juste un signal et hop, parce que j'ai un truc, du coup, vous pouvez probablement l'utiliser. J'ai utilisé ça en spy, en le faisant broadcaster le message Toilet Cam Alert à chaque fois que quelqu'un passait devant et
et j'ai oublié de changer la clé de cryptage, donc j'ai blasté tout le monde avec mon message de test un peu bebeux parce que j'avais voilà. Donc quand vous testez les trucs, faites bien gaffe à envoyer des messages sur votre chiffrement, si vous voulez pas générer plein de notifications à tout le monde. Sinon, on a aussi un support pour les devices UART comme le GPS, des devices SPI pour les écrans, etc. Les devices analogiques divers et variés, des devices des NeoPixels pour du mood lighting, etc. On a ensuite des modules. Par exemple, Ambient Lighting, dans ce qu'on avait parlé pour les scripts de NeoPixel. Audio nous donne des possibilités d'avoir des notifications de messages. Can Message permet d'avoir des messages par défaut qui sont déjà pré-écrits en utilisant une combinaison de boutons sur le device, et peut-être juste 2 boutons. Detection Sensor, c'est comme ça que j'ai géré mes petites alertes sur Los Angeles. On peut mettre un petit senseur analogique très simple qui va juste faire un up ou down dès qu'il y a un truc, et ça va envoyer, peu importe le message, on peut prédéfinir des messages qui vont être envoyés dès que ça tripe. On a MQTT si on veut prendre des données et les uploader sur Internet pour faire du message passing. Moi, j'aime bien utiliser voilà, utiliser ça pour créer un nœud mesh qui va envoyer les choses sur Internet over Wi-Fi. On va faire un collecteur, plein de petits senseurs autour, et il va récupérer ces informations et les envoyer sur Internet par MQTT. On a Neighbor Info qui, apparemment, ça marche pas, donc je vais les zapper. Et nous avons un truc qui n'est pas très bien documenté, qui s'appelle Pax Counter. On peut utiliser le Wi-Fi et la Bluetooth et la radio Bluetooth pour détecter la quantité de devices Wi-Fi et Bluetooth autour de nous et essayer d'avoir une idée du nombre de gens qui sont dans la zone. C'est un peu du crowd monitoring et c'est censé vous envoyer des informations sur les devices qui sont autour de vous. Donc vous pouvez théoriquement détecter la quantité de foule qui est dans une zone. On a ensuite un module de range test qui va générer un CSV qui montre là où est-ce qu'on a de la réception. Donc si on peut ajouter ça à un GPS, on peut tourner ça en une carte. On a Remote Hardware qui peut faire du GPIO à distance sur la mèche. Serial Module, c'est pour faire des debugging sur Serial. Store and Forward, c'est intéressant. Si je vous envoie un message et vous êtes offline, le message ne va nulle part. Après un certain nombre d'atomes, il ne va nulle part. Par contre, si vous activez Store and Forwards, vous pouvez stocker le message chez d'autres relais et le renvoyer quand le nœud de client revient. Nous avons également télémétrie et traceroute qui vont vous permettre de de voir le chemin entre vous et un autre nœud de la mèche. Donc, ensuite, vous pouvez configurer des canaux et leur définir une clé privée avec le nœud que vous voulez contrôler. Et bon, il y a un peu de travail de configuration, mais ensuite vous pouvez positionner un nœud dans un endroit auquel vous ne pouvez plus y accéder. Et ensuite, avec du Python, vous pouvez faire Python de contrôle à distance. Et donc, ensuite, avec Python, vous pouvez faire un peu de scripting interance pour, par exemple, comprendre les choses. Vous pouvez, par exemple, essayer de faire un traceroute au travers du réseau avec Python. Notamment, c'est un usage intéressant. J'ai fait aussi du scripting en Bash. Et donc, notamment, j'ai fait quelques scripts pour pousser des nouvelles configurations à des nouveaux nœuds. Et donc, j'ai un script shell qui me permet de pousser des configurations. Et donc, comme ça, j'ai les écrans orientés dans le bon sens et des configurations à faites. Ensuite, vous avez plusieurs options. Donc, soit vous faites en privé ou un mesh semi-privé. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez utiliser les autres nœuds. Donc, votre réseau est semi-privé. Vous avez le chiffrement qui fait que vos informations sont protégées, mais vous utilisez les autres pour faire transmettre votre message et avoir plus de portée. Ensuite, vous avez des réseaux régionaux. Et avec, par exemple, Social Mesh Map, ça permet de couvrir des très grandes distances. Vous avez d'autres nœuds qui permettent de faire ça. Et j'ai réalisé ça. Et j'ai réalisé qu'il y avait tous ces nœuds qui étaient et qui fonctionnaient ensemble quand j'étais dans l'avion et que ça transmettait mon trajet en avion. Et donc j'ai été très surpris que ces informations aient pu être récupérées. Et donc oui, du moment que vous émettez des informations, vous devez savoir que tout ce qui sera
émis, ce sera récupéré et ce sera récupéré par des nœuds qui sont proches de vous géographiquement et potentiellement ces informations sera répétées et donc ça va casser un peu l'anonymat. Et le truc, c'est qu'il y a des personnes qui font fonctionner des collecteurs et donc qui vont collecter toutes les informations qui transitent au travers du réseau. Donc, Donc, la dernière chose que je voulais voir, dont je voulais parler, c'était les configurations malicieuses. Donc, par exemple, configurer des transmissions très lentes qui prennent plusieurs secondes. Donc, si vous avez plusieurs nœuds qui broadcastent sur un canal en permanence, vous allez pourrir la bande passante et donc tous les nœuds ne vont plus pouvoir utiliser cette bande passante. Et donc, par exemple, si on amenait ici 300 nœuds sur un canal qui transmettait de façon très lente, eh bien, on pourrait le canal. Et donc, si on est ici, on pourrait pourrir du mesh statique sur une conférence entière. Et donc, si aussi c'était un routeur dans une location sur un endroit horrible, eh bien en fait les paquets arriveraient sur ce node et seraient en fait récupérés par ce node et ils ne seraient retransmis par personne. Donc j'arrive presque à la fin de la conférence. Si vous voulez tester ça, venez tester avec le Nibble. Si vous n'avez jamais soudé, pas de souci, on va vous aider. Mais vous pouvez venir créer votre node mesh statique et explorer comment est-ce que vous pouvez l'utiliser, l'étendre, etc. Et le microcontrôleur pour ces nodes arrive demain, mais donc si vous voulez quand même venir les voir parce qu'on a passé beaucoup de temps dessus, venez les voir même s'il n'y a pas tout le matériel. Merci à toute l'équipe Retia qui m'a permis de faire cette conférence et tous les gens qui ont fait un travail énorme dans notre équipe, qui ont mis en place tous les nœuds et qui ont permis de fabriquer tout ce matériel pour cette conférence. Si vous voulez, sur retia.io, c'est mon équipe, on peut vous enseigner comment faire du mesh statique. Si vous voulez rester en contact sur Discord, sur Discord, vous pouvez venir discuter avec moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette superbe présentation et aussi pour avoir traqué votre vol. Donc voilà, si vous êtes excité, vous pouvez aller expérimenter avec Mesh Static. Alors nous donnons la question du microphone numéro 1. Oui, donc merci à vous, j'ai beaucoup aimé. Au travail, nous avons un projet où je pensais que nous pouvions contrôler avec Mesh Static le réseau. Mais ma question est, est-ce qu'il y a des façons d'envoyer juste une chaîne de caractères au travers d'une connexion série ou autre pour que ce soit envoyé au travers de Mesh Static et que seulement ce canal soit transmis? Ouais, alors en Python, le contrôle Python nous laisse faire plein de configurations custom. Et un de mes potes a fait littéralement un wrapper Python qui processe un message, le reçoit et écrit directement une réponse. Donc dans la mesure où on peut avoir un contrôle programmatique des messages qui sont envoyés, on peut basiquement contrôler depuis un Raspberry Pi ou n'importe quoi qui est sur notre message d'une manière complètement programmatique. Donc c'est une manière spécifique dont tu veux le faire et que tu prépares tes canaux de manière à être juste capable de recevoir et de transmettre à des nœuds à qui tu fais confiance. Tu devrais pouvoir faire ça carrément. Ok, microphone numéro 4. Merci pour cette présentation. J'ai une question vis-à-vis de LoRa et de son écosystème, parce que la puce est toujours propriétaire et vous pouvez l'émuler, mais les nouveaux éléments sub-gigahertz Wi-Fi, est-ce qu'ils seront aussi ouverts?
Alors, j'ai entendu parler de protocoles qui vont étendre le protocole LoRa spécifiquement à d'autres types de radios. Donc, du coup, le coup de chirp up-down, ça peut être à des spectres qui sont licenciés, comme le Wi-Fi. Et un truc, par exemple, que j'ai entendu dire, c'est Reticulum. Plein de gens me l'ont mentionné. C'est intéressant. Ils ont une espèce qui est très pratique sur LoRa, mais apparemment, ça peut être adapté sur d'autres types de radios, le chirp montant-descendant, là, dont on parlait. Donc, beaucoup de gens font le schéma classique de gestion de messages et l'appliquent sur d'autres choses pour essayer de le rendre moins propriétaire. Ok, microphone numéro 4, 6, s'il vous plaît. Oui, merci pour cette présentation. Vous avez parlé de la plus longue connexion avec Mesh statique. Donc, quelle est la plus longue connexion que vous avez réussi à faire? Alors, j'ai pas broadcasté ma position là, donc je ne sais pas vraiment. J'ai pas été capable d'assesser la portée. En moyenne, je pense que je peux faire à peu près 60 km quand je suis dans les US. Un peu différent, une porte un peu différente, mais bon, voilà, j'ai été occupé à donner des ateliers, donc. Microphone numéro 4. Merci pour cette présentation. Vous avez parlé de plusieurs façons de construire des modules ou des host chips. Est-ce que vous avez déjà pensé d'utiliser le STMW quelque chose parce que ça intègre la partie radio dans la partie de la puce et il y a un bridge SPI interne et qui permet notamment de faire quelque chose avec une petite clock et un processeur ARM qui permet ensuite, et dans le tout dans un package vraiment tout petit qui vraiment peut faire quelque chose de tout petit. Et avez-vous déjà essayé ça? Non, j'ai pas essayé. Alors, j'ai une grande expérience avec les contrôleurs expressifs. J'ai travaillé avec eux depuis les dernières 5 dernières années. Et le fait qu'ils supportent ça, c'est voilà, c'est une manière très facile de les flasher. Mais je suis très excité par ça. Ça devrait impliquer qu'on devrait pouvoir faire plein de choses de mesh classique. Alors, ça requiert une connexion SPI. Par contre, je ne savais pas. Donc, j'ai acheté beaucoup de puces qui sont sur une briquette qui fait de l'UART. Et ça ne fonctionne pas avec ce que j'ai. Parce que là, ça essaie de faire des choses que Mesh Classic ne sait pas gérer. Ça veut dire que beaucoup des puces que j'ai achetées sont bonnes pour la poubelle, en fait. Donc, du coup, je suis très excité de pouvoir explorer les capacités de ces nouvelles puces. Nordic Semiconductor chips are really powerful. They have so much stuff integrated. Ouais. All right. Ok, merci beaucoup de nouveau pour cette présentation et je vous souhaite de bons hacking et beaucoup d'applaudissements.